Alors, nous avons parlé de Socrate et de Platon, et vous avez vu que nous avons été confrontés à une tension, pour le moins, entre l'idéal démocratique et la solution de Platon, qui est une solution consistant à dire que les seuls qui sont capables de faire de la politique, de diriger la cité, c'est une toute petite minorité de philosophes, voire un seul philosophe. C'est ce qu'on a appelé la monarchie philosophique. Et donc, il y a là une tension qu'Aristote a essayé d'aborder. La première chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais que vous regardiez le tableau de Raphaël qui s'appelle l'École d'Athènes. C'est un tableau très célèbre, et c'est un tableau dans lequel il présente l'ensemble des philosophes de l'Antiquité, du moins les plus célèbres. Et les plus célèbres des plus célèbres, qui sont là, sur les marches, les plus grands d'ailleurs, c'est Platon et Aristote. Et Platon est représenté avec le doigt indiquant le ciel, tandis qu'Aristote est représenté avec le doigt indiquant la terre, le sol. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Platon est un idéaliste. C'est-à-dire qu'il croit qu'il faut véritablement atteindre le statut du philosophe et raisonner parfaitement, un peu comme les mathématiciens. Grande admiration des mathématiques. Il était marqué sur le portique de l'Académie, qui était l'école de philosophie de Platon, « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Ça voulait dire qu'il fallait apprendre à raisonner comme les géomètres, comme les mathématiciens. Et donc c'est très idéaliste parce que ça n'a rien à voir avec les discussions concrètes qu'on fait dans le langage courant, avec les passions, les émotions, etc. Donc Platon, c'est l'idéalisme, c'est les philosophes qui raisonnent parfaitement et eux seuls peuvent gouverner parce qu'eux seuls voient clair ou exercent correctement leur pensée critique. Aristote, lui, a le doigt vers le bas. Ça ne veut pas dire qu'il accepte la démocratie comme telle. Il a très bien compris les critiques de Socrate et de Platon. C'était un élève de Platon. Mais à un certain moment, il a commencé à prendre ses distances et, au fond, à se dire il y a peut-être des difficultés à adopter la solution de Platon. Et il dit il y a quand même du bon dans la démocratie. Il faudrait essayer de sauver une certaine idée de démocratie, du moins modérée. Il faudrait trouver des contrepoids. Et par exemple, il écrit un traité sur la rhétorique, la bonne rhétorique. Et ce traité sur la rhétorique est très important. Il part de situations concrètes, c'est pour ça qu'il a le doigt dirigé vers le bas. Il prend la rhétorique des assemblées politiques, comment est-ce qu'il faut bien argumenter pour faire de bonnes propositions, pour arriver à une décision sage, nous en avons parlé précédemment, comment faire de la rhétorique judiciaire, comment bien argumenter quand on doit défendre un accusé ou quand on est un accusateur au nom de la société, le procureur, ou d'autres types de rhétorique. Donc il accorde beaucoup d'importance aux dimensions concrètes des assemblées, comment juger les gens, comment faire des propositions politiques. Et il n'est pas du tout au niveau du géomètre platonicien, il essaye d'être dans la réalité. Mais il sait en même temps, après avoir fait ce traité sur la bonne rhétorique, je dirais, il sait en même temps qu'il y a des dérives possibles et réelles, puisque le dernier quart du 5e siècle athénien et le début du 4e siècle, parce que ça a continué, a montré la dégradation de la démocratie et donc la mauvaise rhétorique des sophistes qui portaient une responsabilité dans cette dégradation. Et donc il a écrit un autre ouvrage qui s'appelait « Réfutation des sophismes » ou des sophistes. Les sophistes sont ceux qui font des sophismes. Et essayer donc de montrer quelles sont les différentes fautes de raisonnement délibérées, les trucs rhétoriques qu'utilisent les sophistes pour essayer d'arriver à leurs résultats. Donc, de façon à apprendre au public à la fois à bien raisonner dans sa rhétorique et à éviter la manipulation rhétorique dans sa réfutation des sophistes. Donc, on voit très bien qu'il essaye de sauver la démocratie, mais en essayant de répondre aux objections qui étaient déjà celles de Socrate et de Platon. Alors, il y a beaucoup d'arguments pour la démocratie. Il dit, par exemple, dans son traité sur la politique, qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. L'idée, c'est que le philosophe, il va décider tout seul, ou peut-être un ou deux philosophes s'ils y arrivent, c'est très complexe, et il se dit non, quand on doit aborder un problème, il faut qu'on s'y mette avec beaucoup de gens, parce que chacun, avec son histoire personnelle, avec sa perspective personnelle, voit des facettes différentes du problème, et donc on a une vision plus riche du problème quand on est à plusieurs, dit-il, on est plus intelligent à plusieurs, c'est comme si on avait plusieurs têtes, plusieurs yeux, plusieurs oreilles et des choses comme ça, et c'est une espèce d'éloge de la démocratie contre le pouvoir de quelques philosophes qui maîtriseraient un raisonnement parfait. Et il a une autre formule qui est une formule importante. Il dit, ce qui est important dans la démocratie, même s'il en comprend les défauts, c'est que dans la démocratie,
telle qu'elle régnait à Athènes, on est tour à tour gouvernant et gouverné dans une vie. Alors comment est-ce que ça marchait? Bon, dans l'Assemblée, là, il n'y a pas de gouvernant et gouverné. Tout le monde parle et tout le monde peut décider, sauf évidemment quand on se fait manipuler par les sophistes qui gagnent pour finir. Mais si la démocratie marche bien, bon, tout le monde peut proposer ses thèses. Mais bon, il faut bien un exécutif. Même si cette Assemblée était une Assemblée de démocratie directe, elle n'était pas réunie 24 heures sur 24, et donc il fallait un exécutif. C'était les magistrats. Aujourd'hui, on dit magistrats plutôt pour l'ordre judiciaire, les juges et les procureurs. À l'époque, les magistrats, comme à Rome d'ailleurs plus tard, c'étaient les membres de l'exécutif, ceux qui s'occupaient de tous les problèmes de la sécurité, de la santé publique, de la guerre, de la paix, etc. Bon. Et ces magistrats, pour la plupart, étaient tirés au sort. Alors ça vous paraît quelque chose de très bizarre parce que c'est complètement à l'encontre de nos habitudes actuelles. Dans la conception actuelle, on élit nos représentants. Et si on les élit, c'est qu'on les choisit et qu'on ne prend pas n'importe qui, théoriquement. Tandis que le tirage au sort, évidemment, par définition, ça peut tomber sur n'importe qui. Eh bien, les Grecs étaient très sensibles à ça, et en particulier Aristote, il fallait éviter qu'une caste politique ne se crée. Et pour cela, il fallait tirer au sort les magistrats de façon à ce qu'il y ait une rotation et que dans une vie d'adulte, on ait de grandes chances d'avoir été à la fois gouvernant et gouverné. Et pourquoi c'était bon d'être gouvernant et gouverné? Parce que quelque part, le gouvernant peut mieux comprendre la position des gouvernés parce qu'il a été gouverné. Et le gouverné peut mieux comprendre la difficulté du gouvernant parce qu'il a été gouvernant. Alors, le gouvernant peut avoir tendance à prendre des décisions très douloureuses pour le peuple et pour les gouvernés, sans peut-être s'en rendre compte s'il n'est que gouvernant et s'il a été toute sa vie un politicien professionnel. Tandis qu'il a été gouverné, il sait aussi ce que ça pèse et peut-être que ça le mènera à prendre des décisions qui soient des décisions moins brutales. Inversement, quand il est gouverné, comme il a été gouvernant, il sait la difficulté de gouverner, ce qui est vrai. C'est pas facile. Et donc, il aura moins tendance à tenir des propos que nous dirions aujourd'hui populistes en disant « yaka, yaka, yaka ». Il sait très bien que c'est difficile. Et donc, il y aura peut-être quelque part dans cette participation, quelque part, il y aura un meilleur rapport entre les citoyens et ceux qui exercent temporairement la charge de l'exécutif qu'on appelle les magistrats. Et puis, en dernier lieu, Aristote est réticent à l'idée suivant laquelle les philosophes pourraient bien gouverner la cité. Parce que, rappelez-vous, quand on dit que les philosophes exercent un raisonnement qui est un raisonnement très strict en définissant très bien les notions, c'est comme en mathématiques. Et d'ailleurs, à l'école de Socrate, ça s'appelait l'Académie, eh bien, il était indiqué sur le portique « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Et Aristote dit « ça ne sert pas à grand-chose, ces raisonnements parfaits et huilés et mathématiques, parce que dans la vie concrète, les choses sont beaucoup plus changeantes. Et vous pouvez être un excellent mathématicien et avoir peu de jugement dans la vie concrète. Dans la vie concrète, les événements sont toujours nouveaux. Ils sont nouveaux. Bien sûr, vous pouvez tirer des leçons du passé, mais enfin, un événement nouveau n'est jamais exactement le même que le précédent. C'est ce que j'avais appelé avoir du jugement précédemment. Et donc, il y a ce qu'il appelle, il développe une idée de la raison beaucoup plus souple qu'il appelle la prudence. Et nous allons développer ça plus tard quand nous allons parler de l'argumentation. Et la prudence, c'est pas simplement être prudent, faire attention. La prudence, c'est aussi avoir la possibilité d'exercer son jugement dans des situations souvent très changeantes et où il faut remettre en question ce que nous savons parce que les nouveaux événements auxquels nous sommes confrontés sont neufs. Et Aristote dit, voilà, il ne faut surtout pas de cette rationalité abstraite des philosophes, elle ne sert pas à grand-chose dans la vie concrète. Il dit, la rhétorique, oui, mais attention à la réfutation des sophismes. Il dit, on est plus intelligent à plusieurs. Et il dit, c'est très bien d'être tour à tour gouvernant et gouverné.